Allez, voilà ce qui nous attend dans les prochaines minutes. On parlera de rejet de billets de pièces dits usagés, une pratique à la peau dure que dénonce Jennifer Sativi aujourd'hui à travers sa chronique. On parlera aussi de la gestion du temps avec Sosten Assogwad, cet atelier de réflexion pour la mise en place, la mise en œuvre, j'allais dire, d'une base de données. Ça, ce sera avec le professeur Mahomé Gibi-Gaye. Et puis, on parlera de, bien sûr, d'Internet trop cher en Afrique. C'est une question, une interrogation à laquelle nous allons essayer de répondre dans le débat matinal. À tout de suite avec la chronique économie de Jennifer Sativi. Eh bien, je vous l'annonçais, le rejet des pièces de monnaie usées et de billets de banque mutilés ou maculés est un phénomène qui survit toujours dans plusieurs localités du Bénin, parfois source d'invectives entre clients et acheteurs. Cette pratique, entre acheteurs et vendeurs, pardon, cette pratique pourtant défendue par le ministère de l'économie et des finances a toujours la peau dure au mépris des risques sur l'économie. Bonjour Jennifer. Bonjour Herman, comment vas-tu? Comment allez-vous ce matin? Bien, merci. On peut se tutoyer, c'est pas grave. Jennifer Sativi. Allez, en tout cas, avec vous, aujourd'hui, on aborde cette thématique qui est toujours d'actualité, malgré les communiqués, malgré les annonces du ministère de l'économie et des finances qui défend justement cette pratique. Elle a toujours pignon sur rue. Tout à fait, comme vous le dites, elle a la peau dure. Je ne sais pas si vous en avez été victime depuis l'interdiction quand même. Non, on a l'impression que rien n'a été dit. Beaucoup ne comprennent pas, mais pourtant cela a un impact sur l'économie et ça n'avantage pas toujours le Bénin. Nous en parlons avec notre invité, Monsieur Majidi Zine. Bonjour Monsieur Zine. Bonjour, Madame Sativi. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, vous êtes économiste et vous êtes également consultant en entrepreneuriat et développement du secteur privé. Nous parlons, nous vous recevons en tant qu'économiste, ce phénomène, vous avez certainement été victime de cela aussi. Déjà, on aimerait comprendre, vous allez nous clarifier un peu, pourquoi déjà le refus de pièces et billets? Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à la question. Bonjour au passage. Alors, vous savez, lorsqu'on refuse, ça veut dire qu'il y a un problème de confiance. Donc, cela est fréquent dans la plupart de nos économies, de nos pays. Et donc, il y a refus parce que certainement, il y a un doute quelque part. On ne croit pas à la chose. Et donc, un certain nombre de conditions rendent cela favorable. Le faux, l'insécurité, et donc c'est cela la cause principale. Donc, qui détruit la confiance que les usagers, les citoyens devraient avoir dans ce moyen de paiement très important mise à la disposition par les autorités. Mais de l'autre côté, la loi l'interdit. Le ministère des Finances du Bénin a porté ce communiqué-là qui fait interdiction de ce refus. Pourquoi justement maintenant l'interdiction du refus sur le marché des pièces et monnaies? Parce que certaines personnes estiment que c'est usé, mais pourquoi le refus? Pourquoi l'interdiction? Pardon. Oui, sinon, ce n'est pas que cette année, vous allez voir que chaque année presque, dans tous nos pays, les pays de la zone EMOA, c'est des dispositions de la Banque centrale. Donc, je pense que au-delà, donc ce que je voulais dire, si chaque année on en vient chaque fois à interdire, cela veut dire qu'il y a un travail à faire pour faire en sorte que ce phénomène recule, parce que les populations devraient avoir confiance dans leurs moyens de paiement. Et donc, du fait de l'usage répété sur plusieurs années et de manipulation de ces moyens de paiement, les pièces de monnaie, les billets et tout, et ces moyens de paiement en viennent à être peut-être dépassés. Et donc, si les populations, les usagers n'ont pas d'issue, ils arrivent à avoir ce comportement qui est condamnable. Je veux dire, les tests l'interdisent. Et donc, il faudrait plutôt trouver des moyens pour permettre à ce que garantir la fluidité de ces moyens de paiement et que chacun de nous ait confiance en cela. Donc, une fois encore, je rappelle que dans des contextes où circule de la fausse monnaie, des moyens de paiement contrefaits, donc on aura du mal
à faire en sorte à dire aux usagers pourquoi vous le refusez. Donc, il faudrait développer toute une stratégie pour permettre de garantir la confiance dans ces moyens de paiement. Et donc, il est prévu même que lorsque vous doutez de la qualité d'une pièce ou d'un billet, que vous allez à la banque pour échanger cela contre des moyens de paiement neufs. Mais combien de gens savent que c'est possible? Donc, toute la question est à ce niveau-là. Voyez-vous? Or, c'est des moyens qui sont utilisés couramment dans nos transactions de tous les jours. Transport, les marchés, un peu partout. Donc, c'est très important qu'on travaille à sensibiliser davantage les populations et les usagers pour que ce comportement puisse reculer. D'accord, merci beaucoup. Nous allons revenir sur les dispositions à prendre, mais j'aimerais déjà comprendre quelle peut être la limite lorsqu'on l'utilise, à quel moment, parce que ces pièces ou ces billets ont tendance à s'effriter. Est-ce qu'il faut attendre que ce soit complètement avachi, je vais dire, avant d'aller à la banque, les échanger, ou est-ce que déjà, quand on voit certains symptômes, on peut directement aller à la banque? Normalement, comme je le disais, le pouvoir de ce moyen de paiement n'est pas dû, la qualité de cela n'est pas forcément liée à sa forme, vous comprenez? Quelle que soit sa forme, normalement, on ne devrait pas le refuser, voyez-vous? Mais le problème, c'est que c'est dans les transactions de tous les jours. Si c'est le seul moyen que j'ai en tant que commerçant et je n'ai pas une structure à côté où je vais changer ça, eh bien, c'est un comportement qui peut se généraliser facilement. Donc, dans les zones rurales, il n'y a pas de banque à côté pour changer la chose. Lorsque la valeur faciale du truc n'est plus du tout, vous n'arrivez même plus à identifier les chiffres. Vous ne savez pas, est-ce que c'est 200, c'est 500, vous comprenez? Donc, vous êtes fondé à dire, bon, vraiment, je doute de cela, donc je fais comment? Je n'ai pas de moyens pour pouvoir me débrouiller. Donc, la confiance, si elle s'effrite à ce niveau-là, c'est le problème de la disponibilité de ce service auprès des populations. Si vous voyez les banques, elles ne sont que dans les villes, dans les grandes villes. Pour la plupart. Pour la plupart. Et donc, admettons que c'est dans une banque où je peux aller échanger ça. Elle n'est pas à côté. Je fais comment? Donc, il faut travailler à ce que ces services soient plus accessibles aux populations, ce qui va permettre de faire reculer, une fois, de bâtir davantage la confiance et de faire avancer les choses. Mais il y a quand même une part, je vais dire, des données sociologiques qui militent aussi en faveur de la chose. Parce qu'il n'y a pas que les billets dits usagés ou les pièces dites maculées ou voilà, mutilées qui sont rejetées. Il y a aussi ces pièces de 250 par exemple, de 10 francs, de 5 francs. On estime que ces pièces-là seraient voilà, utilisées pour des rituels, pour des sacrifices. Et donc, voilà, dès que ces pièces-là arrivent à entrer dans notre boîte à tirelire, ou c'est pas moi, ou arrivent à s'intégrer dans nos ressources, qu'elles feraient disparaître nos sous. Donc, il y a aussi ces pesanteurs sociologiques qui pèsent et voilà, dont on n'arrive toujours pas à s'extirper. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous savez, c'est des perceptions qu'on ne peut pas refuser. C'est des construits qui peuvent varier d'une société à une autre. Lorsque vous êtes au Bénin ou bien lorsque vous allez dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Burkina, je prends les 8 pays de la zone UEMOA, ou même des pays de l'Afrique centrale, en fonction d'un pays à un autre, vous pouvez avoir des conceptions différentes. Donc, je suis d'accord avec vous que ces facteurs-là également contribuent au développement de ces comportements. Il appartient aux autorités monétaires d'être à l'écoute de leur population pour proposer des moyens de paiement parce que tout est dynamique. Tout est dynamique. Le comportement que nous avons vis-à-vis de ces mêmes moyens de paiement il y a 20 ans, ce n'est pas forcément la même chose. Vous parlez des pièces de 250, ça n'existait pas avant. Et donc, si à un moment donné, puisque ces moyens régulent la vie économique et sociale, c'est un moyen dans lequel nous, population, nous nous identifions. Donc, un Béninois n'a pas le même comportement vis-à-vis du CFA que vis-à-vis de l'euro ou du dollar. Donc, il faudrait il appartient aux autorités monétaires d'être à l'écoute, de faire de la veille
économique et social sur l'usage de ces moyens de paiement dans les transactions et les comportements que les populations développent vis-à-vis de cela pour pouvoir réajuster leur politique fiduciaire, l'offre de ces moyens de paiement à ces mêmes populations pour que la confiance qui doit régner autour de cela ne s'érode pas du jour au lendemain. Donc je pense que c'est une réalité. Il faudrait en tenir compte dans la stratégie de l'inclusion financière, à sensibiliser, à communiquer autour de cela. Et c'est plutôt sur ça qu'il faut travailler. Parce que comme vous voyez, les faits sont têtus. Au lieu de se contenter de publier des communiqués laconiques périodiquement pour dire non, on va sanctionner, non. Les gens ont besoin de cela. Il faut travailler à ce qu'ils croient davantage dans cela. Parce qu'à côté de cela, circule la fausse monnaie. Que voulez-vous? Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est le drame. L'insécurité. D'accord. Voilà. Et puis, il y a quand même aussi le fait que lorsqu'on vous donne un billet déjà froissé, mutilé, même vous-même, vous avez tendance à refuser parce que vous dites que dans la manipulation, d'accord, de ce billet-là, il peut arriver justement que ce billet se déchire. Voilà. Déjà, étant donné qu'il est presque dans une mort cérébrale, vous dites dans la manipulation de ce billet-là, ça peut se déchirer et devenir donc épais donc de sa valeur et clairement inutilisable. Donc, vous êtes moins enclin, même en tant que lettré, vous êtes moins enclin à accepter ce billet-là dans votre portefeuille. Voilà. Reconnaissons en fait, l'argent, vraiment, c'est un moyen de prestige. Est-ce que vous utilisez vos habits quand arrivez à un niveau, ils sont plus éclatants? Ils sont défraîchis. Est-ce que vous êtes fier de cela? Vos chaussures, c'est la même chose. Et particulièrement quand on arrive à cela, il faut voir tous les usages qu'on fait à base de ça. Quand vous allez donner un cadeau à quelqu'un, vous voyez, la forme de cela, la forme de la compte. Il faut que le billet soit tout à fait. Comme le dirait l'autre, il faut que ça sente le mercure. Tout à fait. Et donc, vous comprenez, l'argent a un pouvoir. La pièce, vous voyez, le billet. Donc, il faut en tenir compte pour l'entretenir. C'est une question d'esthétique. Tout à fait, pour l'entretenir. Et surtout, il a, et je vous le dis, voyez-vous, le zémillant du coin que vous avez pris, il vient d'un village où lorsqu'il vient en ville, vous le remettez ça. Lui, il retourne au bled et il a besoin de ça pour acheter à côté. On ne sait pas. Comme je vous le dis, le drame, c'est le faux. Parce qu'il doute, est-ce que ça là, c'est vrai ou c'est faux? Donc, la forme compte dans ces conditions-là. Donc, il faut œuvrer à ce que cela soit, parce que c'est un moyen qui doit être très important dans la vie, dans la régulation de la vie économique et sociale. Il faut véritablement en prendre soin. Et la perception que chacun a de sa valeur est très importante. Et donc, compte tenu du nombreux rôles que cela joue, il faudrait vraiment en prendre soin et être attentif à tous les comportements donc, qui peuvent avoir tendance à dévier cela de sa mission principale. Donc voilà ce que moi je pense de cela. Autant de facteurs, de croyances, etc., qui font que le phénomène a la peau dure, mais quel est l'impact sur l'économie? Forcément, ça a des répercussions. Oui, répercussions directement, vous voyez, en français facile, ça doit avoir une répercussion sur la consommation. D'accord. Les moyens dont nous parlons, c'est ce que nous utilisons beaucoup plus dans les transactions de tous les jours. Lorsque vous allez au marché, lorsque vous n'avez pas la possibilité d'utiliser ces moyens pour acheter, cela veut dire que quelque part pour vous, consommateurs, ça réduit votre pouvoir d'achat. Et de l'autre côté, le commerçant, lui, c'est un manque à gagner pour lui. Donc, lorsque nous sommes au niveau micro comme ça, on va agréger tout ça au niveau macro. Vous voyez l'effet sur l'économie nationale, sur le mouvement des transactions. Et donc, c'est important qu'on travaille à ce que cela ne constitue plus un frein. Pour vous, vous ne pouvez plus opérer avec ce moyen dont vous disposez. Vous faites quoi? Vous êtes ralenti dans votre élan de consommer, dans votre élan d'investir. Et donc, d'un agent économique à toute la population, vous voyez, vous pouvez déduire vous-même que cela aura un effet sur
d'abord la vitesse de circulation. Ça crée une défaillance, dans le système économique, dans les échanges. Et on devrait, vous imaginez, si vous êtes entre deux pays, au niveau d'une frontière par exemple, et on vous empêche de traverser, d'aller de l'autre côté pour aller acheter vos marchandises, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, puisqu'elle a une fonction qu'elle doit assumer au niveau de l'économie, il faut faire tout pour que ces comportements ne constituent pas un frein au fonctionnement normal de l'économie de manière générale et rendre la vie facile aux populations de tous les jours. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il ne faut pas passer à l'acte? Est-ce qu'il ne faut pas sévir, peut-être menacer, je vais peut-être un peu fort, afin de permettre que ces pièces-là, ces billets-là, puissent circuler, quitte à les conserver quelque part pour les échanger après? Oui, j'ai dit que les dispositions sont prises naturellement dans presque tous nos pays. Ici, dans notre zone CFA, il est prévu, voilà, je l'ai dit, que vous allez, que ce soit à travers les banques primaires ou la banque centrale, vous-même, vous pouvez vous rendre à la banque centrale pour échanger cela. Mais est-ce que vous êtes informé de cela? Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi donner mandat au système financier décentralisé pour opérer cette action-là, pour que les populations qui ne disposent pas forcément de banques dans leur rayon immédiat et qui sont plus portées vers ces systèmes financiers décentralisés, même que les banques puissent spontanément aller dans ces centres-là pour échanger? Je vous remercie pour cette idée innovante. C'est là où j'allais en venir. Vous savez, il faut démystifier tout cela. Est-ce qu'un kidam peut se rendre à la Banque centrale, vous voyez, tel qu'on perçoit l'institution, elle n'est pas accessible. Voyez-vous, donc, il faut, au lieu de se contenter de publier régulièrement ce genre de communiqué, il faut travailler à intensifier la stratégie de l'inclusion financière, de l'éducation financière, à apporter l'information auprès des populations. Et comme vous venez de le dire, de la même manière qu'aujourd'hui, un citoyen peut retirer de l'argent à partir de son téléphone dans son village. Il faudrait qu'on arrive à faire en sorte que dans nos communes, il y ait peut-être un petit institut où, voilà, vous parlez des SFD, c'est des canaux par lesquels ces genres de problèmes peuvent être réglés. Vous imaginez, dans les pharmacies, un peu partout, on vous refuse systématiquement, ça crée des difficultés. Donc, moi je pense que c'est des idées innovantes qu'il faut mettre sur la table, comme vous venez d'en parler, avec l'usage des technologies de l'information et de la communication généralisées aujourd'hui. On peut faire en sorte même qu'avec les téléphones portables, par exemple, quelqu'un puisse identifier le faux du vrai. C'est bien possible. Avec les applications, vous passez, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? C'est par exemple un moyen. Comme vous venez de le dire également, les structures qui ont l'agrément pour collecter l'épargne et tout peuvent également être impliqués dans ce dispositif pour faire en sorte que, lorsque c'est possible, on puisse se rendre dans ces guichets-là pour pouvoir échanger. Je pense que ce sera un moyen de rapprocher les services des populations. Sinon, ce n'est pas avec ces gens de communiqués qui menacent de sanctions et tout. D'ailleurs, est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un été... On se dit peut-être qu'il faut commencer pour donner l'exemple, parce qu'il faut déjà intégrer dans la pensée collective que ce ne sont pas des pièces maudites, entre griffes, ou que l'argent reste l'argent. Il faut questionner l'efficacité de ces communiqués en question. C'est ça que je voudrais qu'on regarde ensemble. Depuis des années, on fait ça. Est-ce que, en tout cas, personnellement, je n'ai jamais entendu qu'on a arrêté quelqu'un dans nos pays parce qu'il a refusé. Donc il faut passer à la sensibilisation. Il faut intensifier la sensibilisation et rapprocher les services des populations. Absolument. C'est plus efficace. Habituellement, les populations voient à travers la banque, on va dire, un monde de bourgeois. Exactement. Et donc, ils hésitent beaucoup à se rendre dans ces lieux-là. Déjà démystifier, la question de la banque. Voilà. Et maintenant, pourquoi pas utiliser les SFD, les systèmes financiers décentralisés. On est plus enclin à aller vers une CLCAM, par exemple, voilà. vers les systèmes financiers décentralisés, les institutions financières donc décentralisées. On est plus porté à aller, ces populations sont plus portées à aller vers ces structures-là que la banque. Et donc, pourquoi ne pas leur... Donc, on dit, dès que vous avez un billet qui est froissé ou qui est presque déchiré, vous pouvez vous rendre à la CLCAM, par exemple, pour aller échanger. Pour aller changer à la poste d'à côté. Et justement, la CLCAM ou les systèmes financiers décentralisés aussi seront tenus
donc de faire ce service-là ou d'offrir ce service-là quand voilà, les populations... dans les meilleures conditions de sécurité qui garantissent, parce que c'est ça le plus important, parce que la manipulation de la monnaie, des moyens de paiement, régie par un certain nombre de tests, mais il faut passer à l'étape, comme nous sommes en train de convenir, il faut aller plus vers la communication et l'accessibilité de ces services auprès des populations. D'accord, Monsieur Zine, nous sommes pratiquement à la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? C'est de vous remercier de l'intérêt que vous portez à ces questions et donc que vous-même, les médias, vous impliquez davantage dans ces stratégies de sensibilisation et de communication, parce que c'est la vie de tous les jours. Donc si chaque semaine, vous pouvez en parler, ça va permettre d'informer davantage sur tous les moyens qui permettent de faire avancer les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Madjidi Zine. Je rappelle que vous êtes économiste. Herman, c'est la fin de notre rubrique. Merci de nous avoir reçus. Très bien, merci beaucoup Jennifer Sativi, merci également à votre invité qui a été donc on ne peut plus clair.